Alors, leçon 9 sur l'évolution des mentalités entre tradition, socialisme et positivisme. L'histoire des mentalités au XIXe siècle est complexe et contradictoire. Héritière de la Révolution de 1789, elle développe une réflexion scientifique basée sur l'esprit des Lumières, veut alphabétiser la population et remet en cause la toute-puissante Église. Mais elle dépend aussi des choix de la bourgeoisie, qui veut aller vers un monde de progrès, mais sans le faire partager avec le reste de la population. Les évolutions religieuses sont confuses. Vecteur structurant de la société, l'Église ne peut être combattue qu'en créant un système équivalent pour la remplacer. C'est le sens de la naissance de l'anticléricalisme. Alors la première partie sur science et savoir. Nous allons d'abord voir de grandes découvertes scientifiques. Le XIXe siècle est le siècle de la science. Les progrès et découvertes s'enchaînent. On a alors cru qu'on pouvait expliquer le monde. Urbain-Joseph Le Verrier découvre Neptune par le calcul, puis l'observation. André-Marie Ampère lance le moteur électrique. Louis Pasteur travaille dans le domaine de la physique, de la chimie et de la biologie. Il découvre le rôle des micro-organismes dans la fermentation, principe de pasteurisation, c'est-à-dire le chauffage des aliments pour les conserver, et la vaccination contre la rage. Nicéphore Niepce et Louis Daguerre, daguerréotype, qui permet de fixer des images sur des plaques de cuivre recouvertes de chlorure d'argent. Louis-Désiré Blancard-Évrard parvient à la fixer sur du papier. C'est ainsi que la photographie est née. Gaspard Félix Tournachon, dit Nadar, ouvre son atelier de photographie en 1853. Le portrait se démocratise alors rapidement. Maintenant, justement, le lien entre science et politique, d'une certaine façon, c'est le positivisme et l'anticléricalisme. Ces progrès scientifiques s'accompagnent d'une réflexion philosophique nouvelle basée sur la croyance indéfectible dans le progrès et contribue à marginaliser la religion qualifiée d'obscurantisme. Sous la monarchie censitaire, la philosophie hésite encore entre métaphysique et positivisme. Victor Cousin incarne cette pensée en adepte du juste milieu philosophique et vulgarise Kant et Hegel. Il fait la synthèse des grands courants du moment sans nier l'importance du divin. Auguste Comte développe une pensée qui cherche à comprendre les bouleversements du monde. Pour lui, l'histoire est soumise à 3 états successifs. L'état théologique, où l'homme conçoit le monde grâce à l'interaction des forces surnaturelles. L'état métaphysique, où il l'explique par des idées abstraites, souvent complexes, qu'il croit pouvoir substituer au divin. Et l'état positif, celui de la raison humaine, l'âge de l'intelligence, où l'être humain a renoncé au hasard et au divin pour chercher les causes scientifiques. Sa philosophie est difficile d'accès, et ce sont ses disciples qui vont la vulgariser et l'adapter au goût de la bourgeoisie. Émile Littré et Ernest Renan en font un scientisme simplé qui se bat contre l'obscurantisme religieux, source de tous les retards, donc le positivisme devient un anticléricalisme. La méfiance envers l'Église, héritage des Lumières, se transforme peu à peu en véritable doctrine cohérente, assise sur le rationalisme. Ernest Renan voit dans les institutions religieuses des freins à la liberté d'expression et de pensée. Il écrit une vie de Jésus en 1863 pour en faire un objet historique et non religieux. L'anticléricalisme se transforme en une vraie croyance, une foi nouvelle, universelle, la libre pensée, et conduit à la laïcisation de la société française. Dernière sous-partie sur la diffusion du savoir et la question scolaire. La Révolution a peu fait pour l'enseignement primaire. Les anciens écolâtres poursuivent un enseignement basé sur la répétition et la lecture. Le nord d'une ligne Saint-Malo-Genève est plutôt alphabétisé, quand le sud est plutôt analphabète. Guizot apporte la première réponse en 1833. Sa loi pose les bases d'un enseignement élémentaire moderne, en prévoyant la création d'une école primaire par commune pour les garçons, d'une école primaire supérieure et d'une école normale par chef-lieu pour former les instituteurs. Mais d'inspiration libérale, cette loi ne prévoit aucune obligation scolaire ni gratuité. En moins de 30 ans, pourtant, le nombre d'écoles et d'élèves triple. Sous le Second Empire, la France est presque totalement alphabétisée. Le maître d'école gagne un statut social. En 1865, Victor Duruy propose un ambitieux projet de création d'un enseignement élémentaire unifié, gratuit et obligatoire, détaché de la tutelle religieuse. La loi de 1867 a largement amendé ce projet, notamment sur la gratuité et l'obligation. Le cycle primaire est défini et un certificat d'études de fin de scolarité est créé. Toutes les communes de plus de 500 habitants doivent aussi construire une école primaire féminine. L'enseignement secondaire moderne est né sous la Révolution avec les écoles centrales, puis les lycées créés en 1802. De 1815 à 1880, l'État se préoccupe peu de cet enseignement car il réussit dans son objectif de formation des élites.
La loi Fallou de 1850, d'inspiration libérale et cléricale, dessert le contrôle administratif sur les établissements, incite à l'ouverture d'écoles de filles et donne de grandes facilités aux clercs pour ouvrir école ou collège. L'enseignement secondaire est réservé à une élite, et en 1840, il y a 40 lycées d'État et 80 à la fin du Second Empire. Beaucoup de chefs-lieux se contentent d'un collège avec des professeurs moins prestigieux. Dans les lycées, enseignent les agrégés, avec la création de l'agrégation en 1808, et le coût de la scolarité est élevé. L'enseignement est dominé par les humanités. L'université vient encore sous le régime napoléonien, c'est-à-dire la loi de 1808, jusqu'à la loi de 1875. Accessible seulement aux titulaires d'un baccalauréat, il n'y a donc que très peu d'étudiants, presque tous inscrits en droit ou médecine. Les facultés de lettres et de sciences apparaissent comme des parents pauvres. Se développent alors les écoles supérieures du gouvernement, futures grandes écoles et spécificités françaises comme Saint-Cyr, Polytechnique ou l'ENS, donc l'école normale supérieure.